Merci de rester avec nous. C'est New World Forum, programme spécial en raison de la pandémie du Covid-21. Notre plateau va apporter maintenant sur les impacts psychosociologiques de la pandémie avec trois personnes ressources. D'abord, docteur Anama Michel Toussault. Docteur Toussault, bonjour. Bonjour. Docteur Toussault, vous êtes psychologue clinicien. Vous dirigez l'association des psychologues cliniciens de la santé hospitalière du Togo. Oui, c'est ça. Et enseignant-chercheur à l'université de Lomé pour être complet. Ouais. Merci d'être avec nous. Merci. Avec nous également Omar Agbangba. Monsieur Agbangba, bonjour. Bonjour Gilles Boko. Omar est sociologue et secrétaire général de l'Association nationale des sociologues du Togo. Une association qui se mobilise pour faire de son mieux dans le cadre de la sensibilisation contre cette pandémie. Peut-être nous aurons l'occasion de reparler de vous. Merci Gilles. Et notre troisième invité, Fridolin Adonso. Fridolin, bonjour. Bonjour cher ami Gilles. Fridolin est juriste, juriste pour l'association togolaise des consommateurs, Exactement, ATC. exactement. Les consommateurs qui ont beaucoup à dire dans le cadre de cette pandémie, surtout des mesures préventives qui ont des conséquences sur leur mobilité. Je voudrais commencer avec vous, docteur Toussault, parce que cette pandémie du Covid-21, ça suscite beaucoup de peur. Même au-delà, on peut parler de panique et de psychose. Pourquoi le Covid-21 fait-il si peur? Pourquoi cette psychose? Docteur Toussault. Merci. Le Covid-19. Oui. Le Covid-19, je le sais, plutôt, d'où vient ce 21. 12-21. J'ai pas la remarque la fois passée. Non, c'est Covid-19. Oui. Donc, ça fait très peur parce que, c'est quelque chose de nouveau. Tout ce qui apparaît de nouveau, dont on ne maîtrise pas, ça fait peur. 2, ce sont les informations alarmistes qui passent de gauche à droite. Certaines informations sont vraies, mais seulement c'est tellement dur à supporter que ça fait peur. D'autres informations sont fausses, il y a beaucoup de rumeurs, ça fait que ça va créer la peur. Deuxièmement, quand on dit c'est une maladie dont on ne connaît pas les médicaments, on n'a pas de remède, ça va faire peur. Troisièmement, lorsqu'on présente les chiffres et qu'on montre toujours le nombre de personnes infectées, le nombre de personnes décédées. Quand vous captez les radios, les télévisions, que ce soit sur le plan national ou international, on vous parle toujours du nombre de personnes infectées, du nombre de personnes décédées. Du coup, le mental des gens essaie de lier l'infection à la mort. Donc, c'est comme si quand tu as le Covid-19, automatiquement, c'est la mort qui t'attend. C'est comme si c'est l'épée de Damoclès qui est suspendue à ton cou. Et donc, on attend que cette épée-là tombe et que ça te tranche le cou. Alors qu'en vérité, il y a aussi quand même des bonnes nouvelles. Tout à l'heure, je venais d'aller sur le site du gouvernement. J'ai vu qu'il y a 30 cas, mais qu'il y a 7 guéris. En tant que psychologue, j'ai souri un peu. J'ai dit, on avait un guéri depuis près de quelques jours. Mais là, je viens de voir 7 guéris. Si cette information, si elle est vraie, comme c'est sur le gouvernement qui l'a annoncé, oui, elle doit être vraie. Et les épidémiologistes qui étaient sur ce plateau avant votre... ils ont confirmé ça. Ils ont dit que la plupart des cas, quand même, sont hors de danger. Voilà. Donc, voilà des bonnes nouvelles qui doivent essayer d'amoindrir la peur. Ça fait peur parce que nos plateaux techniques, sur le plan de nos hôpitaux, en Afrique et au Togo, c'est comme si, comparé à ce qui se passe en Europe, si eux ils ont un plateau technique nettement supérieur à ce que nous on a en Afrique, eux ils n'arrivent pas à gérer, et selon les informations qu'on entend là-bas. Donc nous qui avons un plateau technique difficile à nous satisfaire, même avec les autres maladies, on se dit, si ça arrive ici, qu'est-ce que nous allons devenir? Ça fait peur. Ça fait peur également à cause de notre promiscuité. Vous savez, en Afrique, le communautaire est plus poussé. Nous vivons en communauté. Et donc, on se dit la contamination serait plus rapide en Afrique. D'ailleurs, l'ONU, à travers le secrétaire général, l'a dit que si ça arrivait en Afrique, ce sont des millions et des millions de morts. Ouais. Vous voyez, cette phrase déjà... voilà, cette phrase déjà amène beaucoup d'Africains, et notamment les Togolais, à avoir peur
du Covid-19. Oui, mais est-ce que ça s'arrête à la peur ou ça va au-delà, hein, parce qu'on a parlé de psychose, de panique. Bien sûr, la peur, c'est quelque chose de normal face à une situation qui est nouveau et dont on traite de dangereux. Et il y a des réactions physiologiques qui vont amener l'être humain à pouvoir s'extraire de ce danger-là. Ça, c'est normal. Quand il y a quelque chose de dangereux, Dieu a fait ça comme ça. Il y a des sécrétions hormonales, tout ça, qui vont te pousser à pouvoir te retirer de ce danger. Mais à un moment donné, cette peur, lorsqu'elle est trop amplifiée, elle devient une anxiété, une panique. Et là, elle devient destructrice pour l'être humain, en ce sens qu'elle va nous amener à pouvoir adopter des comportements inadaptés. Justement, quelles sont les conséquences dans le corps? Vous parlez de somatisation souvent. Comment cette panique se traduit en termes de pathologie dans le corps? La peur, le stress en général agit sur tous les organes d'un être humain. La peur peut amener quelqu'un à tousser. La peur peut amener quelqu'un à avoir la fièvre. La peur peut amener quelqu'un à avoir des difficultés respiratoires. Vous voyez là déjà, j'ai réuni les symptômes du Covid-19 et donc on va commencer par dire la personne a le Covid-19. Mais ce qui serait intéressant, si cette personne va voir les médecins ont c'est leur spécialité, ils pourront faire le diagnostic différentiel pour savoir est-ce que c'est réellement le Covid-19 qui est à l'origine de ces 3 signes que je viens de donner, ou bien c'est la peur qui a engendré ça. En réalité, la peur va, puisqu'il y a une relation entre le corps et le psychisme, ce qui atteint le psychisme va influencer le corps et ce qui atteint le corps va aussi influencer le psychisme. Et donc, si j'ai peur, ma fonction cognitive, c'est-à-dire l'ensemble des connaissances, des savoirs que j'ai par rapport au Covid-19, puisque nous avons actuellement lié ça en disant, quand on a ça, c'est la mort qui nous attend. Quand c'est comme ça, ça va agir sur notre physique et nous allons développer certains signes organiques d'autres maladies et on va croire que c'est le Covid-19, mais c'est le médecin qui va demander des analyses et quand les analyses se révéleront négatives, on va conclure que ça dépend de ton psychologique, donc on va voir le psychologue. Autre conséquence de la peur, c'est que la peur va faire diminuer le système immunitaire. Or, nous savons que dans le cas du Covid-19, c'est le système immunitaire qui est la réponse même contre tout microbe en général et le Covid-19 en particulier. Les scientifiques démontrent que sur 100 cas, on a 80 quand même qui font des formes du Covid-19 et donc avec un système immunitaire très fort, trop robuste, ça va pouvoir amener la personne à se guérir. On a aussi 14% qui font une forme modérée. Le système immunitaire également va jouer un rôle important dans la guérison de ces gens-là. Mais il y a aussi 5% qui vont faire des formes sévères et peut-être on peut avoir 1-2 décès dedans parce que leur système immunitaire est affaibli. Donc quand on a peur, on risque d'affaiblir notre système immunitaire. Quand on a la panique, on risque d'affaiblir notre système immunitaire et par conséquent, d'autres maladies aussi peuvent venir nous tuer parce que notre système immunitaire n'est plus, elle devient faible. Alors tout à l'heure, je vous demanderai ce qu'il faut faire pour lutter contre cette peur ou ne pas du tout avoir peur. Vous nous direz ce qu'il faut faire, quels médicaments il faut prendre. D'accord. Alors Omar Agwamba, on se rend compte que malgré tout, beaucoup ne croient pas à la réalité de cette maladie. Beaucoup ne prennent pas cette maladie au sérieux. Pourquoi selon vous? Merci Gilles. D'abord, je voudrais remercier Nouvelle TV pour l'initiative d'organiser ce genre d'échange parce que depuis que ça a commencé, j'ai senti que le maillon de la chaîne qui manquait, c'est tous ces aspects psychosociologiques, la place du métier de psychologue, du métier de sociologue, voire du métier de juriste dans la lutte. Et c'est pour ça que je salue cette initiative de nous convier à ces débats. Moi, je représente l'Association nationale des sociologues du Togo. On remercie pour avoir facilité d'ailleurs voilà. Votre présence sur ce plateau. Ce n'est pas souvent qu'on a la chance
d'avoir des sociologues au plateau. Merci. Donc, une association qui se veut promoteur ou faire connaître le métier de sociologue, faire connaître la sociologie, faire connaître l'importance de la sociologie au sein de la société. Et je crois qu'à des situations telles que la situation que le monde entier vit actuellement, le sociologue a sa place pour apporter sa contribution. La question proprement dite, on semble voir que les gens... c'est un peu contradictoire. La question par rapport à la présentation du psychologue, c'est assez contradictoire. Qu'on pose une question alors que le psychologue a défini pourquoi les gens ont peur et tout ça. Mais je dirais tout simplement que c'est que le changement brusque n'est pas évident dans une société où les gens ont des habitudes, les gens ont des façons de vivre, les gens ont des comportements. Des comportements au quotidien, ça devient comme notre nature. Donc, la nature et la culture, les gens, ils vivent comme ça. Ça ne peut pas venir du jour au lendemain d'y arrêter. Donc, ils se sentent en sécurité dans leurs habitudes. Dans leurs habitudes. Et des comportements collectifs. C'est comme vous êtes quelque part, on crie qu'il y a danger, tout le monde va courir avant de savoir c'est quoi le danger. Parfois, il n'y a même pas danger. Mais ici, les gens voient encore le danger très lointain. Quand on dit les gens sont morts, ce n'est pas encore au Togo, c'est à des milliers de kilomètres. Des gens sont morts en France, des gens sont morts en Italie, des gens sont morts en Chine. Dans l'imaginaire des gens, c'est encore loin. Les gens, il y a des gens dont l'attitude, c'est le Saint Thomas. Il faut voir avant de croire. Il y a des gens comme ça. Et l'Africain, on se sent téméraire devant certaines situations. Tant qu'on n'a pas vu, on ne va pas. C'est comme dans une situation où les gens ont dit, si vous sortez pour manifester, on va vous disperser. Mais les gens sortent. C'est un peu la situation que nous vivons. C'est dès que les gens vont prendre conscience, le niveau de communication pour atteindre, pour toucher la conscience collective des uns des autres, va permettre que les gens vont commencer par dire, ah, ce qu'on dit là, c'est sérieux. Il faut commencer par adopter des attitudes de prudence, des attitudes telles que les mesures prises par le gouvernement, respectées scrupuleusement. Et c'est pour ça notre travail est important. Communiquer partout, apporter l'information au fin fond de nos communautés, dans les populations des profondeurs, pour que chacun puisse comprendre et savoir que la situation est grave et s'adapter. La communication générale aussi peut avoir une influence. Quand c'est arrivé, on a commencé par parler, on dit, mais ne cédez pas à la panique. À chaque communication, on ajoute, ne cédez pas à la panique. Il y a d'abord celui qui donne l'information, c'est le discours officiel. Le discours. Ben, on se rend compte qu'en Afrique, généralement, on accorde peu de crédit, de plus en plus au discours officiel. Et il y a cela, il y a aussi que le discours est toujours détenu au plus haut niveau. Au plus bas niveau, le discours n'est pas encore là. Aujourd'hui, il n'y a pas encore l'appropriation du discours par exemple, les élus locaux, nos conseillers municipaux, nos maires, les préfets, les chefs, les notables, les leaders religieux. Toutes ces personnes n'ont pas encore approprié les discours pour le porter. Nos agents de santé au sein des unités les plus au ras du sol, dans les unités périphériques, dans les unités de soins périphériques, est-ce que les agents-là commencent par faire des sensibilisations de la population autour de leur aire sanitaire? Tout ça, c'est des éléments qui vont permettre de faire passer le message, de dire aux gens que c'est sérieux ce qu'on dit. Mais Fridois, en dessous, à un moment donné, certains ont cru que c'était de la manipulation politique pour étouffer certains mouvements contestataires à l'issue de la présidentielle 2020. Bon, malheureusement, c'est la situation qu'on a observée. Et ça agit un peu sur le mental du Togolais. Parce que je me rappelle très bien quand le gouvernement avait sorti son premier communiqué pour dire qu'il y avait un premier cas qu'on a trouvé au Togo. Les gens sont sortis tout de suite sur WhatsApp, sur Facebook pour dire que le gouvernement veut capter des financements qui sont en vue
ou mieux, c'est pour empêcher les gens de se regrouper pour manifester. Donc ça agit sur le mental ou la psychologie du Togolais. Et associé à ça, il y a le fait que sur les réseaux sociaux, on nous avait fait croire que le noir ne pouvait pas attraper la maladie et que normalement le virus ne résistait pas à la chaleur. Donc quand on avait ces informations, avant que le gouvernement ne sorte le communiqué officiel, tout ça mélangé a fait croire aux Togolais qu'on était en face d'une manipulation politique. Mais la réalité nous a très vite rattrapés. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde est conscient que cette information n'est pas utilisée à des fins politiques, mais à des fins de prévention ou à des fins de lutter contre cette pandémie. Donc aujourd'hui, on est conscient. Mais je crois que nous devons faire encore davantage. Nous devons faire encore davantage. Mes prédécesseurs disaient tout à l'heure que c'est la peur. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Même Fridolin, hein? Oh, même Jésus, quand il était sur la croix, il avait eu peur. Donc, la peur, c'est normal, c'est humain. Surtout quand on sait qu'on n'a pas de médicaments, on n'a pas de traitement. Bon, c'est normal d'avoir peur. Maintenant, le problème, c'est de mener un peu, de porter plus l'information pour qu'on soit dans des dispositions de gestion et de prévention. Pour que, en ayant l'information, les fausses informations là, n'agissent pas sur le mental du commun des mortels pour que on fasse de la maladie, une mort assurée pour toute personne qui contracterait ce virus-là. Docteur Tousso, il faudrait aussi dire que si les gens ne prennent pas ça au sérieux, pour certains, ça peut être un mécanisme psychologique. Vous savez, lorsqu'il y a une nouvelle situation qui arrive, difficile à supporter, c'est le déni d'abord. Voilà le déni. Donc la première étape, c'est le choc. Et quand on est choqué, c'est une sidération de la pensée. En ce moment, il n'y a plus rien en tête. On ne sait pas, il n'y a plus d'informations. La fonction cognitive est tellement endormie. Et du coup, la personne se dit que ce n'est pas vrai. C'est le déni, c'est la deuxième étape. Donc ça peut être une stratégie pour pouvoir amortir un peu le choc avant de se préparer à revenir maintenant à l'attaque. Mais pour certains, ça peut être simplement un déni. Et il faut qu'ils sortent vite de leur déni pour pouvoir prendre des mesures. Omar indexait tantôt la communication officielle. Est-ce que vous pensez que cette communication a joué sur la psychologie des citoyens? Est-ce que c'est un discours qui a fait peur ou c'est un discours qui a incité à renforcer ce déni? Est-ce que les psychologues sont consultés avant d'écrire ce genre de message? Non, pour le moment, on n'a pas été. Peut-être qu'on a consulté d'autres psychologues. Mais est-ce qu'on aurait dû avoir votre avis sur l'impact que ces messages pourraient avoir? Pourquoi pas? Ce sont des comportements. Et lorsqu'on veut prendre des décisions concernant des comportements, bon, ça serait bien si on voit les spécialistes de ces sciences-là, la sociologie, le droit, la psychologie, l'anthropologie, ce sont des sciences de comportement. Je pense qu'on est dans un problème de comportement, on veut amener des gens à changer de comportement, peut-être qu'on aura notre grain de part à apporter à la chose. Je pense que pour que les gens puissent changer de comportement, il y a des gens qui ne changent pas tout de suite de comportement. Dans la population, nous avons 4 types de personnes. Nous avons ce que nous appelons les innovateurs, qui représentent 10% de la population. Quand il y a une situation, tout de suite, on dit « ne faites plus ça maintenant, faites comme ça ». Ce sont des gens qui ont le goût du risque. Et tout de suite, ils commencent par appliquer sans rien, chercher à comprendre, ils appliquent. Ils ne représentent que 10% de la population. Et c'est avec le temps que va venir une deuxième couche qui s'appelle la majorité en avance, qui représente 40% de la population. Ce sont ces gens-là qui vont observer les innovateurs pour voir, quand ils appliquent là, quelles sont les difficultés, quels sont les avantages. Ils vont continuer par poser des questions pour mieux comprendre et ils finissent par adhérer. Vous voyez, ça fait 50% maintenant. Nous avons la majorité en retard qui représente 40% également. Eux, c'est des gens, malgré les explications, malgré qu'ils voient les avantages, bien qu'ils voient qu'il n'y ait pas de difficulté à appliquer le nouveau comportement, mais ils hésitent encore
à l'adopter. Ils vont encore attendre. Et ça prend encore un peu de temps. On est à 90%. Et nous avons la quatrième partie qu'on appelle Les Saint-Thomas. les conservateurs. Eux, ils reprennent 10%. Eux ne changeront jamais. Les irréductibles. Je vous assure, les gens peuvent mourir des milliers. On aura 10% qui ne vont jamais porter leur masque. Qui ne vont jamais, ils vont pas se laver les mains. Ils diront non. Ça, c'est des conservateurs. Ils ne changeront jamais. Et vous êtes innovateur ou irréductible? Non, moi, je suis innovateur. Je suis innovateur. Donc, vous voyez, ça veut dire que quand il y a un nouveau comportement, on ne s'attend pas tout de suite que le lendemain, tout le monde commence par l'adopter. On va aller par palier. Mais il faut que la sensibilisation soit accentuée jusqu'au plus bas niveau. Oui. Actuellement, la sensibilisation, c'est en français, en mina et puis en kabylie. Bon, est-ce que 52% de la population n'a pas été à l'école? Docteur, comment on dit, on m'a pointé du doigt d'ailleurs ces difficultés de communication. Vous disiez que le discours est resté trop en haut, donc il me semble qu'il y a nécessité de le décentraliser. Comment réussir à le faire? Vous avez donné l'exemple des communes, des maires, etc. Mais qui devrait organiser ce travail? Comment ça doit se faire? Je crois qu'à l'étape actuelle de la gestion de cette situation, il faut que tout le monde mette la main à la pâte. Je crois que l'État a donné des orientations. Aujourd'hui, des messages sont passés à la télé, à la radio, en français, en langue locale, mais ce n'est pas encore suffisant. C'est aussi que la diffusion des messages est arrivée avec le démantèlement des lieux de socialisation qui sont les lieux de culte, les églises, les mosquées et tout ça. Donc, ces lieux auraient pu être des lieux où le message soit suffisamment passé avant de passer à la fermeture de ces lieux. On n'a pas vu cet aspect-là. On n'a pas vu cet aspect. Donc, peut-être ce que disait le docteur, la prise en compte d'autres disciplines dans certaines décisions, dans certains choix stratégiques, c'était important qu'on regarde cet aspect-là. Aujourd'hui, on note encore une résistance de certains lieux de culte. Quand vous regardez dans les milieux musulmans, dans la plupart des villages, les gens ont arrêté de faire la prière du vendredi, mais les gens continuent de faire les prières quotidiennes, les 5 prières, avec la promiscuité que ça peut. Ce dimanche, voilà. Église aurait été mentionnée. Voilà, des églises également, des couvents traditionnels dont on ne parle pas, mais il y a des couvents qui rassemblent beaucoup de personnes, où il y a des rites qui s'y passent. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on puisse toucher ces leaders. Il faut que les chefs de village, les chefs de canton, les chefs de quartier, les comités de développement de base ou villageois, des comités de développement de quartier, des leaders d'opinion, toutes ces personnes soient responsabilisées. Les préfets, les maires, les conseillers municipaux, tous soient mobilisés. Et il faut aussi que la société civile, les organisations internationales présentes au Togo, les ONG locales, les associations de développement présentes au Togo puissent savoir que le travail à l'étape actuelle que ces organisations doivent jouer, c'est de relayer l'information, apporter l'information au fin fond de notre pays pour que les gens puissent être conscientisés, puisque les gens puissent mesurer l'ampleur de la chose. Il faut penser aussi à des outils de sensibilisation, avoir des panneaux visuels, des panneaux sonores qui parlent partout dans les coins où les gens passent comme passage obligé, pour que les gens puissent savoir qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a une télé, ce n'est pas tout le monde qui écoute une radio, mais s'il y a des panneaux sonores, des panneaux visuels où les gens passent souvent, tu veux ou tu ne veilles pas, tu dois entendre. Les non-voyants, les malentendants vont pouvoir constater et savoir que quelque chose se passe. Je crois que tout ça, il faut qu'on y pense. Parce que, tel qu'on l'a souligné, si là où la médecine est avancée, avec un plateau technique performant, les gens meurent, où on nous dit que des milliers de personnes meurent par jour. Italie, hein. Voilà, par jour, des milliers de personnes, des centaines meurent par jour. Chez nous, où on n'a rien,
si la maladie arrive, notre seule arme pour éviter que la maladie arrive, c'est la prévention. Et la prévention, ça passe par la conscience de l'existence de la maladie et des mesures préventives. Quand les bois prennent feu, quand sera-t-il? Pour les moments, le bois. Monsieur Adonsou, moi je voudrais qu'on s'attarde un peu sur le contenu de la communication officielle. À mon avis, c'est le standard occidental qui a été plaqué un peu ici, avec des décomptes, nombre de cas, nombre de suspects, nombre de contacts tous les jours. Est-ce que forcément on devrait faire de cette façon ou essayer de contextualiser le contenu de la communication? Parce que de cette façon, il me semble que ça contribue. On parle de transparence, mais ça alimente un peu la peur. Oui, c'est vrai, il y a le message officiel, le message de l'OMS que nous avons repris en énumérant les gestes barrières, mais je crois qu'il faut aller au-delà et contextualiser. Parce que, au niveau de l'ATC, on a demandé à ce que la cellule de repos soit étendue à d'autres disciplines. Parce qu'aujourd'hui, il est question de pousser les populations à un changement de comportement. Or, la façon dont le blanc ou l'Occident envisage la chose, ce n'est pas de la même façon que nous avons notre façon de faire à nous, Togolais. Les réalités en Occident, ne serait-ce que sur les marchés, ne sont pas les mêmes réalités chez nous. Donc, il y a lieu de reprendre l'essentiel ou la quintessence même de ce message, mais de l'adapter à notre environnement. Qu'est-ce qui, dans notre environnement, peut permettre aux populations de prendre conscience du danger que représente ce virus? Qu'est-ce qui, dans notre environnement, sur quel facteur on doit agir pour que le Togolais lambda comprenne exactement le péril qui existe et accepte la mesure? Vous descendez par exemple au marché, quand la bonne dame voit l'équipe de contrôle arriver, elle met les gants. Dès que l'équipe de contrôle passe, elle enlève. C'est parce que jusqu'à ce moment-là, elle n'a pas conscience qu'elle est en train de courir elle-même un danger et de représenter un danger pour ses clients. Donc, il y a lieu de contextualiser, de prendre des disciplines, de faire des séquençages pour voir tel segment, comment devons-nous porter l'information, où devons-nous agir pour que le message passe exactement. Tel segment, comment devons-nous communiquer? On a la population qui n'a pas accès à la télé. Quel outil nous allons utiliser pour atteindre cette cible-là? Ceux qui sont analphabètes, quel est l'outil que nous allons utiliser? Quelle méthode? Donc, il y a toute une panoplie. Ce n'est pas de répliquer, bon, voilà, il faut se laver les mains, etc. Vous savez, on a dit avec le savon, les solutions hydroalcooliques, on oublie parfois les cendres. Voilà. Alors que, quand vous dites à un citoyen d'un coin reculé, savon, solution hydroalcoolique, c'est un luxe. Solution hydroalcoolique, il ne connaît pas. Savon, même, c'est un luxe. Savon, c'est ce qu'il doit vendre beaucoup pour acheter un savon, pour se laver. Maintenant, on lui demande à chaque heure de se laver les mains avec, ou de l'offrir aux gens qui viennent acheter chez lui. Ce n'est pas évident. Il faut dire, bon, à défaut de savon, il y a la cendre. Il y a le citron. Il y a le citron. Voilà les réalités de nos localités. Prenez ça en compte pour aider le gouvernement à lutter contre. Et il faut que chacun prenne conscience que il est en danger et il est en même temps un danger pour les autres. Donc ce n'est qu'à partir de ce moment-là que chacun va adopter des gestes responsables. Mais la question au psychologue maintenant, est-ce que l'Africain est différent des autres? Les récepteurs cognitifs de l'Africain, est-ce qu'ils sont bien sûr, différents? Est-ce qu'il faut les aborder autrement? La personnalité, même nous quatre ici, nous avons des personnalités différentes. Voilà. D'abord, nous ne sommes pas nés dans les mêmes lieux. Je suis né à Mango, peut-être qu'il est né à Ného, ou vous êtes né peut-être à Côte d'Ivoire. Moi, je suis né à Faya. Donc déjà, l'environnement dans lequel nous sommes nés ne nous permet pas d'avoir la même personnalité aujourd'hui. Ouais. Parce que notre développement, nous avons l'influence de l'environnement. Donc les Européens, ils sont là-bas, nous on est ici. Notre façon de voir les choses sont différentes. Donc en même temps, il faudrait que les mesures que nous mettons sur pied puissent être adaptées à chacun. Voilà. Quand il parlait aussi, j'étais en train de réfléchir
Aujourd'hui, quand tu prends quelqu'un, même en ville, 10 personnes pour leur dire comment se transmet le coronavirus, ça serait difficile que les gens vous le disent. Quand on ne sait pas comment se transmet la chose, on ne comprend pas pourquoi il doit porter les gants. On ne comprend pas pourquoi il doit mettre les barrières. Normalement, la première étape dans le changement de comportement, c'est la connaissance. Quand je veux amener quelqu'un à pouvoir changer de comportement, il faut que je lui apporte des informations, des savoirs sur ce pourquoi je veux qu'il change de comportement. Est-ce que ça fonctionne comme ça en Afrique? En Afrique, plutôt, c'est des tabous. Hein? On vous dit il ne faut pas balayer le soir. Ben, effectivement, c'est-à-dire que... Il ne faut pas faire foufou à la maison. Dans la stratégie de communication pour un changement de comportement, c'est partir de ce que la personne sait de la chose pour pouvoir apporter des améliorations à ce qu'il dit qui est erroné. Mais si on ne le fait pas et on continue avec l'ancienne stratégie qui est information, éducation, communication, ça veut dire que on part sur le fait que les autres n'ont rien à dire et qu'on vient déverser sur eux un tas d'informations qui ne vont pas s'en approprier. Et il a dit ça, c'est la deuxième étape. Quand j'ai la connaissance, la deuxième étape, je dois m'approprier ces informations. S'approprier ces informations, c'est qu'on sent que la personne commence maintenant pas à s'intéresser aux messages diffusés. La personne même commence pas à parler de ces messages diffusés à son entourage. Et là, il va commencer par expliquer les choses. Voilà comment ça se transmet. Voilà pourquoi il faut porter le masque. Voilà pourquoi il faut se laver régulièrement les mains. Voilà pourquoi toi, tu dois porter les gants parce que tu vends régulièrement, tu touches les choses. Et quand il commence par dire, il s'est approprié la chose. Et il doit passer à une troisième étape, qui est l'intention. Quand il s'approprie la chose, ça ne suffit pas. Il faut qu'il se dise, il faut que moi-même je porte maintenant. Il faut que moi-même je porte le masque. Il faut que moi-même je me lave régulièrement les mains. Il faut que moi-même j'utilise les gants si je dois vendre quelque chose, etc. Il faut que moi-même je m'auto-confine si je n'ai pas quelque chose de très nécessaire, un besoin urgent qui va me faire sortir de la maison. Il faut que moi-même je ne m'expose pas à un grand groupe de personnes. Et donc, ça veut dire qu'il a l'intention. Maintenant, la quatrième étape, il faut qu'il pratique maintenant. On le verra porter effectivement le masque. On le verra porter les gants. On le verra ne pas aller dans des grandes manifestations, rester confiné chez lui. Et enfin, la cinquième étape, c'est le plaidoyer. Ça veut dire qu'il doit chercher à convaincre d'autres personnes à faire comme lui. Voilà les étapes de la communication pour un changement de comportement. Bon, si on ignore tout ça et on pense que venir déverser tout à la télé, les gens ne viennent que suivre ça. Les gens maintenant sont fatigués. Il y a des gens qui disent, quand tu captes télé là maintenant, c'est coronavirus seulement. Et on dit, non, on va voir. Mito Nama va suivre, il vient suivre son feuilleton. Ta série. Parce qu'à un moment donné aussi, quand les informations aussi à la télévision, c'est trop envoyé, il reçoit, à un moment donné là, le cerveau aussi est saturé, s'il est surexposé, maintenant, il ne retient plus rien. Je voudrais vous inviter à une réflexion collective. Que pensez-vous de cette façon on joue à la transparence bien sûr, mais de communiquer les chiffres sur la pandémie? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie ou une mauvaise? Comme un score d'un match, je ne sais pas, de basket qu'on donne, à chaque fois, nombre de cas, nombre de suspects, tout le monde s'attend que ça augmente, que ça diminue. Est-ce que c'est une bonne façon d'informer? Oui, pour moi, il faut jouer à la transparence. Ces chiffres, il faut les donner, mais il faut essayer de, comment on dit ça, mitiger. Quand il dit mitiger, c'est-à-dire, au moins au Togo, on a mis nombre de guéris. Ouais. Mais ailleurs, c'est rare de voir nombre de guéris. C'est hier, dans le discours du Premier ministre français, qu'une fois j'ai entendu dire, il y a de l'espoir, on a plus de 5000 guéris. Est-ce que vous voyez? Au même moment, si on donne le nombre de guéris, est-ce que ça ne va pas banaliser la maladie? Non, de la même manière, si on donne uniquement que le nombre de décès, le nombre de personnes infectées, ça va créer plus de panique. Et je le dis, quand on est paniqué, on a des réponses inadaptées. Et on peut même mourir avant l'arrivée du coronavirus. Vous voyez, aujourd'hui, les gens sont à la recherche des remèdes pour pouvoir prendre en termes de prévention. On parle de la chloroquine et la population pense qu'il suffit de prendre cette chloroquine-là, ou bien ici, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il faut prendre noni ou bien quoi, tout ce qui est amer. Maintenant, on sait tout ce qui est des plantes amères, qui semble quand on les prend, c'est fini. Quand l'infection viendra, ça ne va pas mourir. Mais les gens peuvent s'intoxiquer. Les gens peuvent s'intoxiquer et mourir avant même l'arrivée du coronavirus. Même si on parle de la chloroquine, selon les médecins, elle n'est pas prise tout à l'heure là
pour prévenir le coronavirus. Et elle est prise peut-être à titre curatif quand on atteint un niveau donné, qu'on va commencer par l'utiliser. Mais devant la peur, les gens ne vont pas attendre qu'ils atteignent le niveau curatif. Ils vont pouvoir le prendre d'abord, chercher des remèdes pour pouvoir s'exprimer. Donc il ne faut pas aussi trop paniquer, il faut mitiger un peu nos réponses. Ouais. On va réfléchir à la question, mais je voudrais qu'on s'intéresse à une initiative citoyenne, parce qu'il y a ça et là des citoyens qui s'organisent pour apporter leur riposte à la pandémie aussi. C'est le cas d'une initiative Solidarité dans le cadre de Covid-21. On a réalisé un entretien avant le début de cette émission avec Patrick Amenda, qui est le coordonnateur de cette initiative. On suit l'entretien et nous revenons dans 5 minutes pour la suite de notre discussion. Merci. Bonjour, Eklou Amenda. Bonjour, Monsieur Boko. Vous coordonnez l'initiative Solidarité Togo Vaincre Covid-19. Solidarité en temps de confinement, est-ce que ça ne sonne pas un peu faux? Moi, j'allais plutôt vous dire exactement le contraire. Nous n'en sommes pas encore formellement au stade du confinement au Togo. C'est juste que chacun est invité à faire réellement attention. Et je dirais plutôt au contraire, plus que jamais. C'est par temps de confinement que la solidarité doit jouer. Vous savez, on peut être optimiste ou pessimiste, mais fondamentalement, nous ne sommes qu'aux prémices ou au prélude de ce que cela pourrait être. Notre seule prière, c'est que ça ne soit pas aussi amplifié qu'ailleurs. Tous les pays qui sont aujourd'hui, même quelqu'un comme l'Italie, qui a aujourd'hui le triste bilan, est passé par un cas. Ça a commencé avec un cas, puis 2, puis 5, puis 10. Et nous en sommes à plus de 10 000 décès comptabilisés aujourd'hui. Donc, fondamentalement, nous n'en sommes qu'aux prémices. Et donc, je pense que solidarité, plus que jamais, nous n'avons pas le choix. Mais quel est le contenu de cette solidarité à laquelle vous appelez Disons que la pandémie, telle qu'elle est en train d'être... la pandémie telle qu'on est en train de tous la subir appelle la volonté de tous et de chacun. Nous avons identifié le fait qu'il serait utile de mobiliser le secteur privé pour solliciter des ressources pour accompagner l'État. Fondamentalement, en temps de guerre, toutes les ressources sont mobilisées et ça va progressivement monter en puissance. Donc nous souhaitons juste accompagner le gouvernement et l'État dans l'effort national qui est sollicité aux uns et aux autres, et nous nous orientons vers le secteur privé pour lui demander de venir en appui aux actions que peut faire l'État. Voilà. Est-ce que vous n'auriez pas été plus utile dans la sensibilisation en insistant sur les mesures de prévention plutôt qu'en collectant des fonds? L'un n'exclut pas l'autre. Fondamentalement, je pense que l'un n'exclut pas l'autre. Encore une fois, pour faire la similitude avec le temps de guerre, toutes les ressources sont bonnes à être mobilisées. Donc, et je pense que fondamentalement, nous sommes avant le commencement. C'est-à-dire que tous ceux qui ont pu juguler, on va dire, cette épidémie, ils ne sont pas très nombreux aujourd'hui, notamment les Asiatiques, la Corée et puis la Chine ont eu des mesures musclées. Je pense qu'on fait appel à tout le monde. Avons-nous cette L'Allemagne est un bon exemple aussi de gestion du coronavirus. Mais tous ces États dont vous parlez sont des États financièrement solides et très forts. Nous n'avons pas les mêmes prétentions. Donc je pense que toutes les ressources vont être utiles, on va dire, pour accompagner cela. Et votre Fonds national citoyen contre le Covid-19, sous quelle forme les contributions seront reçues? Toutes les bonnes volontés sont accueillies. Nous faisons le devoir d'approcher les opérateurs économiques, les entreprises, les institutions, tous les hommes et femmes de bonne volonté pour participer à cet effort national sous une forme ou une autre. Nous parlons de solidarité parce qu'encore une fois, personnellement, je pense que la solidarité dans ce cas de figure, tôt ou tard, va jouer comme elle joue déjà sur du voisinage, sur des besoins alimentaires, sur nos proches, sur nos collaborateurs. Ça prend toutes les formes possibles. Maintenant, d'un niveau, on va dire, au niveau au-dessus, les personnes morales peuvent aussi contribuer sous forme de ressources. Aujourd'hui, s'il manque du matériel de protection, l'État va en commander. Mais si nous avons la possibilité, on va dire, d'en trouver et d'en apporter, et de le mettre à disposition, notamment, par exemple, aux femmes sur les marchés, je pense que nous aurons aussi apporté notre contribution Parce que le véritable enjeu, je crois aujourd'hui, fondamentalement, c'est de limiter la propagation. C'est tout ce qu'on peut faire.
Le monde a chaque fois connu périodiquement de très grandes épidémies ou de grandes pandémies. Ça va finir, tôt ou tard. La question c'est, Gilles, est-ce que toi et moi nous serons là quand ça sera terminé? Nous prions pour que ce soit le cas. Mais ni toi, ni moi, ni nous maîtrisons cela. Il n'y a que Dieu qui, dans son omnipotence, peut répondre à cette question aujourd'hui à la date. De toute façon, nous devons être là pour gérer ce Fonds national citoyen. Alors, quelles sont les garanties de fiabilité de ces fonds que vous allez collecter pour qu'ils ne disparaissent pas dans certaines poches? Fondamentalement, nous avons, et j'ai personnellement moi-même freiné des 4 fers. Le ferons, nous ne le ferons pas, nous ne le ferons pas. Nous connaissons notre pays, nous avons notre histoire contemporaine récente et nous sommes extrêmement frileux vis-à-vis de ce genre de choses. Alors, nous avons mis en place un comité de gestion. Nous nous appuyons en fait sur des besoins exprimés par des médecins que nous avons approchés qui nous donnent donc leurs orientations. Le responsable de la RISPOS, notamment le professeur Iou, le docteur Michel Kodom, président de M-Afrique, le président du SINFOT, le docteur Tcholenyanou, ainsi que Togui et Beneder Agbetiafa du district sanitaire de Vaughan, qui nous, on va dire, qui nous donnent des pistes. Mais fondamentalement, nous avons envoyé un courrier à la primature, et parce que nous savons justement dans notre pays que la cellule de riposte est présidée par le chef de l'État. Et donc, nous nous approchons des autorités pour dire à quoi pouvons-nous servir. Si les autorités nous disent ça va être là, on va être utile à ce moment-là, c'est à ce moment-là que nous allons être utiles. Alors, pour gérer donc les fonds, un comité de gestion, nous avons mis en place un certain nombre de personnalités du secteur privé et puis un cabinet d'expertise pour évaluer tout ça. Donc, disons qu'en fait, on essaie de mettre en place un système totalement transparent que vous pouvez voir sur la page Facebook où nous avons donné les noms des personnes qui doivent intervenir à cela. Et dernière question, vous comptez atteindre quel plafond pour ce Fonds national citoyen contre le coronavirus? Monsieur, quelles sont vos prétentions? Savez-vous à quoi nous devons avoir à faire face en termes de ressources? Donc, moi, je serais tenté de dire nos limites, fondamentalement, parce que nous ne savons pas à quoi nous avons à faire. Nous rentrons, comme dirait quelqu'un, dans un tunnel. Nous ne voyons pas encore la lueur. Nous savons juste que nous sommes au début. Est-ce que, comme le disait en fait un responsable de la riposte, le pire, c'est que nous rentrons dans un marathon sans même en savoir, on va dire, la longueur de la distance à parcourir. Est-ce que ce sera 5 km, 10 km, est-ce que ce sera 44 km comme le marathon? Est-ce que ce sera 100 km? Personne ne le sait aujourd'hui. Nous prions pour que Dieu nous protège, mais je pense qu'en tant que responsable, chacun d'entre nous doit se dire, nous rentrons dans une grande guerre, nous connaissons le début. Est-ce que la guerre de 39-45, on pouvait dire en 1939 qu'elle irait jusqu'à 45? Est-ce qu'elle durait 2 mois? Est-ce qu'elle durait 4 ans? On ne sait pas. Merci, Patrick Amenda. On va pas se serrer les mains, peut-être on va se serrer les orteils ou Moi, je m'en passerai même. J'estime que quelque part, cette pandémie nous oblige à renoncer à un certain nombre d'actes sociaux. Mais je préfère ça plutôt que de tendre les bombes tombées. Je n'ai pas connu les 2 grandes guerres. Peut-être que c'est celle que nous connaissons comme ça. Mais si simplement, ce qui nous est demandé, c'est soit de rester chez nous, ou de ne pas nous toucher pour une période assez courte, faisons ce sacrifice et prions pour qu'il n'y ait pas trop de victimes dans notre pays, pas trop de victimes à travers le monde. Merci Patrick Amenda. Merci à New York TV, merci également à M. Bokor et que Dieu bénisse notre pays. Retour au plateau. Je rappelle que les téléspectateurs peuvent participer à cette émission, à ce plateau, en posant leurs questions en direct sur nos plateformes, les réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter et Facebook. Et je voudrais d'ailleurs commencer avec une première question sur Facebook. Alors, Ekwe Reynard nous demande pourquoi le président ne parle pas. Alors, la question vous est lancée, la patate chaude. Est-ce que la parole du président, en cette circonstance, est-ce qu'elle est importante? Est-ce que le président, il a parlé sous d'autres formes, mais est-ce qu'un discours officiel aurait servi à quelque chose? Omar Agbamba. Tu le files la patate. Merci beaucoup, Gilles. Je crois que la préoccupation de la population, c'est légitime de demander que le président parle. Le président aussi est dans une posture d'être à l'action plutôt que d'être dans les discours, parce que c'est que si rien n'était fait et le président ne parle pas, on peut se plaindre. Le président a entrepris un certain nombre d'actions, il a rencontré les différents acteurs, les médecins, toute la cellule qui gère cette crise,
des dispositions politiques ont été prises. Vous avez vu à l'Assemblée le Premier ministre hier qui a fait adopter une ordonnance pour permettre de gérer la crise, la mise à disposition des ressources nécessaires pour faire face, la diplomatie active aussi pour mobiliser nos partenaires pour avoir le matériel nécessaire avec ce qu'on a reçu de Jacques Ma et d'autres acteurs. Je crois que comme il y a l'action, que le président parle ou pas, cela n'est pas ce qui est important. Mais je crois que c'est comment nous gérons la crise. Et je crois que jusqu'à maintenant, moi je pense que la gestion est satisfaisante. On peut mieux faire. Donc que le président parle ou pas, ça ce n'est pas l'important. Mais ce qui est important est en train d'être fait pour le moment. Qu'en dit le psychologue? On a les yeux rouges, il faut passer à l'action. Quand les yeux sont rouges, là... Mais vous avez parlé de guerre. Quand on veut démarrer une guerre, est-ce qu'on n'a pas besoin d'entendre le général lancer le cri de guerre? Oui, le général lance le cri de guerre au colonel, au commandant, qui vont faire descendre ça au capitaine, au lieutenant. Et puis la troupe, le lieutenant prend et part en guerre. Et le général, il est au niveau du commandement pour voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, ramenez-moi la réponse et j'agis. C'est vrai que celui qui a posé la question, peut-être se place dans un contexte d'une famille où quelque chose se passe dans la famille. Ou dans les autres pays, on attend que le papa puisse nous dire quelque chose, peut-être que c'est dans ce contexte. Il dit, mais quand le feu est en train de brûler une maison, quand le papa sort, il ne commence pas à chercher de l'eau pour éteindre avant de pouvoir revenir et puis c'est aussi voilà. Que peut-être la faiblesse de nos journalistes, qu'est-ce qu'ils font pour arracher la parole chez le président? Voilà. Il faut que les journalistes aussi, nos médias, l'approchent et cherchent à arracher la parole. Non, moi je crois que les Togolais ont besoin que le président parle. Vous savez, nous avons des attitudes au Togo. Nous allons faire chez nous ce qui se fait ailleurs. Donc, comme les autres présidents parlent, les Togolais aussi veulent entendre leur président parler, donner des directives, dire voilà ce qui est fait. Et je vais revenir peut-être à la question de comment est-ce qu'on doit jouer la transparence. J'ai dit oui. De quoi avons-nous besoin? Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qui est mis en place? Qu'est-ce qui est fait? Ce serait intéressant que le président prenne la parole pour dire voilà ce qui est fait. Les techniciens sont là. Voilà les dispositions que nous prenons. Parce que le président français l'a dit, on est en guerre. Et quand on est en guerre, il faut que le chef de l'État mobilise réellement ses troupes. Donc c'est ça qui donne une portée nationale à la riposte ou à la chose. Donc on a besoin de parler. Je crois que les Togolais, comme la personne qui a posé la question, ont besoin d'entendre leur président. On sait qu'ils ne parlent pas beaucoup, mais il y a des cas où c'est nécessaire. Aujourd'hui, c'est une lutte et on a besoin que le président mobilise l'ensemble du peuple togolais pour faire face à cette pandémie. Merci. Peut-être pour satisfaire ces Togolais qui attendent la parole du président, surtout que si certains sont sceptiques, ils ne croient pas, si le président lui-même sort et dit il y a cette maladie et que faites attention, peut-être qu'ils vont croire que c'est le papa qui a parlé. Merci. On va continuer par recevoir les questions sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp. Les numéros vous sont régulièrement affichés. On va marquer une pause pour une nouvelle édition de journal. Dans 10 minutes, nous nous retrouvons pour la suite et la fin de ce programme spécial consacré au Covid-21. À tout de suite.